Oh ouais, attendez, je sais, le titre fait un petit peu peur, vous vous demandez ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il a mis ça, mais je vais vous expliquer. Comme vous le savez tous, je suis encore en études, et qui dit études dit forcément révision. C'est le moment que je déteste le plus parce que ça me fait culpabiliser à mort, c'est généralement une semaine avant les examens, et je fais que de me répéter dans ma tête que j'aurais pu réviser avant, pendant l'année, tu sais, comme une personne normale. Mais non, à la place, faut attendre la dernière minute et prétendre que tu vas aller au talent à ton examen, mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, à part si c'est par exemple un examen de français et que t'as fait ça toute ta vie. Et qui dit révision dit stratégie. Et une stratégie, c'est pas évident, tu vois. D'un côté, t'as ces connards, tu sais, qui ne révisent jamais, parce que de toute façon, le savoir chez eux, c'est inné. Donc ils ont pas besoin de faire des petites feuilles, tu sais, des petits résumés, non, ça existe pas. Et de l'autre côté, t'as tous les putains d'utilisateurs de papier, ça veut dire tous ceux qui vont faire des résumés de malades, mental, vraiment, et qui vont utiliser des petites cartes, tu sais, pour par exemple réviser leur allemand, là, ils vont mettre tout le Wortschatz dessus, là. Ouais, je fais un petit peu partie de ces gens-là, mais sauf que, comme je l'ai dit au départ, je m'y prends à la dernière minute généralement. Mais cette année, messieurs, dames, je ne vais pas rentrer dans ce putain de piège. Mais il fallait que je trouve un moyen relativement intéressant pour commencer à réviser. Et voyez-vous, je me suis dit, pourquoi ne pas allier la vidéo avec mes révisions? Ça a l'air tout con, mais c'est une super idée. Alors d'un côté, tu vois, ça va me servir pour mes révisions, mais ça peut aussi servir pour certains d'entre vous qui sont dans le même style d'études que moi. Et le grand plus dans tout ça, c'est que si ces matières vous plaisent, ben c'est encore un point bonus pour moi. Ça veut dire qu'il va y avoir de la biologie, de la géographie, peut-être même de la chimie ou de l'histoire, qui sait. Mais le truc, c'est que je ne vais pas faire non plus 50 vidéos là-dessus. Bah non, c'est pas le but, tu vois. Donc certaines fois, il va falloir que je fasse un énorme condensé dans les vidéos, parce que sinon j'arrive pas à m'en sortir, c'est pas possible. Ces vidéos vont me demander énormément de travail, parce qu'il faut que je fasse les résumés, vous vous doutez bien, parce que je les ai pas faits. Donc si vous aimez, putain, partagez cette vidéo, partagez-la un maximum, et partagez les futures vidéos qui vont suivre, c'est quasiment un devoir national. Pensez à ces pauvres étudiants qui sont en train de faire leur bac, et qui savent pas du tout ce que c'est un eucaryote, putain de merde, mais quelle daube. C'est très joli tout ça, mais de quelle branche allons-nous parler aujourd'hui? Personnellement, j'ai pensé la géographie, et en plus ça rime, c'est dingue. Alors sans plus attendre, c'est parti, jingle géographie. Déjà, commençons par le début. La Terre, c'est pas une planète de merde, hein, ça a quand même 4,5 milliards d'années, c'est pas la moitié d'une couille. Et voyez-vous, pour calculer cette immense période qui nous sépare du début de notre planète, eh ben, on a classé le temps en diverses parties, si vous le voulez bien. Les plus grosses parts de ces parties de temps, on appelle ça des éons. Et ouais, c'est un mot bizarre, mais c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça. Et si on divise un néon, on a des ères. Et si on divise une ère, on a forcément une période. Je vous avais dit 4,5 milliards d'années en arrière, eh bien, ce premier éon, on appelle ça l'AD1, c'est le plus vieux, c'est vraiment le début de la Terre. Pour être plus précis, c'est de moins 4,5 milliards d'années jusqu'à moins 3800 millions d'années, c'est là où la vie finalement est apparue. Alors pas du tout sous forme d'animaux, non non, c'est plutôt des bactéries, des petits trucs, tu vois, qui sont vivants, mais qui sont pas forcément hyper développés. Ensuite, cet éon est suivi par l'Archéen, qui vient de moins 3800 millions d'années à moins 2500 millions d'années, suivi de près par le Protérozoïque, qui vient de moins 2500 millions d'années à moins 542 millions d'années, on se rapproche un petit peu des petits chiffres, hein. Ces trois éons font partie du précambrien. C'est quoi? Ben, c'est simplement la période qui précède la vie vraiment biologique telle qu'on la connaît. Parce que tu vois, au précambrien, il n'y avait pas non plus des organismes hyper développés comme on a vu par la suite, hein. Non, ça viendra après, et c'est justement d'ailleurs l'éon dont nous allons parler maintenant. Ce dernier éon, on l'appelle le phanérozoïque, et justement, il commence de moins 542 millions d'années à aujourd'hui. Parce que oui, on y est toujours. Et on l'associe souvent au cambrien, c'est-à-dire l'explosion de la biosphère, vraiment l'explosion du monde animalier et du monde végétal tel que nous le connaissons aujourd'hui, et c'est tout, voilà. La première ère du Cambrien s'appelle le Paléozoïque, et c'est pas la moitié d'une merde, ça je peux vous le dire. On l'associe souvent au Carbonifère, cette période de malade qui ferait chialer plus d'un, parce qu'il y avait des insectes de 2 mètres, mon pote, ah ouais, ça rigolait zéro, hein. Et c'est là, justement, qu'il y a eu beaucoup d'énergie fossile qui a été créée. L'énergie fossile, c'est tout ce qui est charbon, pétrole, toute cette merde, hein. Mais c'est aussi à cette période qu'il y a eu la Pangée, c'était l'ultime continent, l'unique, le seul et l'unique. La deuxième ère de ce phanérozoïque, on appelle ça le Mésozoïque, et tu te demandes en fait, mais c'est quoi cette merde? Ben c'est simplement la période des dinosaures, mon pote. Et oui, on appelle ça l'ère secondaire, et c'est là que tous les dinosaures ont vécu, jusqu'à moins 65 millions d'années, mais c'est aussi là que les fameux mammifères se sont développés. Si vous voulez savoir qui est arrivé avant qui, en fait, ben, c'est les dinosaures, hein, ça c'était sûr, et les mammifères sont arrivés juste après, à quelques millions d'années près. Venons maintenant à la dernière
ère qui s'appelle le Cénozoïque, c'est l'ère tertiaire. Elle commence de moins 66 millions d'années à aujourd'hui. Elle est relativement connue pour son refroidissement massif. Vous vous souvenez justement à l'énorme glaciation qu'il y a eu avec les mammouths? Bah c'est connu pour ça, hein. Et d'ailleurs toutes les autres périodes aussi. Ouais, parce qu'on en a pas parlé, mais toutes ces ères sont marquées justement par des extinctions massives, certaines fois connues ou non, mais elles sont marquées par des extinctions de malades. Et bien évidemment, c'est aussi marqué par l'apparition de l'homme, et oui, c'est quelque chose quand même. D'ailleurs, petite anecdote pour vous, la période que nous vivons aujourd'hui s'appelle le Quaternaire. Voilà, c'est bonus, c'est vraiment un truc que vous n'êtes pas obligé de savoir, mais c'est toujours plaisant de sortir ça à table, par exemple. Voilà, déjà maintenant, vous savez comment séparer le temps, hein. Vous savez qu'un éon c'est hyper grand et qu'une période c'est relativement petit. Passons maintenant à quelques informations générales sur notre belle Terre, notre belle planète bleue. Déjà, la Terre n'est pas sphérique, d'accord? C'est pas une putain de boule, c'est plutôt ellipsoïdal. Alors, c'est quoi ce terme? Ça veut juste dire que c'est un petit peu étiré sur le dessus, mais c'est pas non plus aplati. Ça, c'est vraiment des conneries, c'est des images que vous pouvez trouver sur Google, mais ça n'a absolument aucun sens. La Terre a un diamètre de 12 800 km environ. Perso, moi j'ai trouvé ça relativement petit, je sais pas pour vous, mais c'est bizarre. Son point le plus haut, c'est l'Everest, ok, et son point le plus bas, c'est la fosse des Mariannes, qui va jusqu'à moins 11 km si je ne me trompe pas. Merci commandant Cusco pour tout ce que tu as fait. Mais maintenant, passons à un truc un peu plus compliqué, c'est-à-dire la structure interne de la Terre, parce que oui, tu te doutes bien que la Terre, c'est pas non plus ce que tu vois à l'extérieur, c'est pas comme ça, tu vois, il y a quand même quelque chose sous tes pieds. Tout au fond de la Terre, qu'est-ce que vous trouvez? Un noyau. Ben ouais, comme dans un putain de fruit. Et ce noyau, il est séparé en deux parties. Une partie interne fait de fer et de nickel, et une partie externe fait de fer et de nickel, mais cette fois-ci il sera liquide. Et le fait que ce noyau externe soit liquide, ben c'est ce qui donne justement ce fameux magnétisme à nos deux pôles. En dessus de ce noyau, t'as ce qu'on appelle le manteau inférieur, qu'on appelle aussi la mésosphère. C'est vraiment un manteau qui est solide, tu vois, c'est du béton. Par-dessus ce dernier, t'as le manteau supérieur, et c'est vraiment sur ce manteau-là qu'on va s'attarder beaucoup dans cette vidéo d'ailleurs, parce que c'est vraiment là que tout se passe. Ce manteau supérieur, il est aussi séparé en deux parties, la sténosphère et la lithosphère. La lithosphère, c'est la plus importante, et la sténosphère, c'est un petit peu, ouais, c'est la moins importante. Ces deux parties sont séparées par la LVZ. C'est la Low Velocity Zone. C'est là où il y a le moins de vélocité, là où il y a le moins de mouvement terrestre qu'on peut ressentir. Si vous voulez, en dessous de cette zone, les ondes se propagent très lentement, tu vois, on les ressent quasiment pas. Mais en dessus, par contre, alors là, ça va tabasser, mais tellement sévère, c'est ce qui va créer justement les séismes. Et en dessus de cette fameuse lithosphère, tu as deux croûtes qu'on appelle justement la croûte continentale et océanique. On les sépare parce qu'en fait ils ont une densité différente. La croûte océanique elle a une densité plus grande, donc elle aura tendance à glisser sous la croûte continentale, ce qui va créer des séismes, des glissements, des trucs comme ça, tu vois. Et bien évidemment en dessus de tout ce bordel t'as l'atmosphère et tout ce qui suit avec les différentes couches du ciel, mais on n'y viendra pas aujourd'hui, je pense pas. Mais revenons un petit peu sur cette putain de lithosphère, parce que c'était ça le truc intéressant. Tu vois, cette lithosphère c'est un peu une chieuse, franchement c'est une fouteuse de merde. Par exemple avec les frontières divergentes, imagine que ça par exemple ce soit deux plaques tectoniques. Et bien quand ces plaques vont diverger l'une de l'autre, ça va créer une nouvelle croûte océanique. C'est plutôt pas mal, non? Tandis que les frontières convergentes, alors là, c'est un petit peu plus la merde, tu vois, c'est vraiment un truc assez hardcore, en fait. Imaginez que ça, ce soit vraiment la croûte océanique, et ça, la croûte continentale. On a dit que celle-là, elle avait une densité plus grande, environ de 3. Et le truc, tu vois, c'est que lorsque t'as une densité plus grande, bah t'as tendance à glisser sous l'autre. Et lorsque tu glisses, ben c'est là que tu fais des tsunamis, des putains de séismes ou encore des trucs en mode des créations de volcans. Et généralement ces frontières convergentes, c'est la conséquence d'une frontière divergente. Tu vois, on a dit que les deux plaques par exemple quand elles se barraient l'une de l'autre, ça crée une croûte. Oui, certes, mais tu te doutes bien que là-bas il y a peut-être une plaque, hein, et qu'elle va rentrer en collision avec elle. Bah oui, c'est comme ça, hein. Ah, la nature, tant de destruction et de création à la fois, il faudrait que j'écrive un bouquin là-dessus. Et les dernières frontières, on appelle ça des frontières transformantes, ça veut dire qu'elles glissent latéralement l'une à côté de l'autre, comme ça, elles se touchent pas en mode comme ça, non, pas du tout, elles glissent l'une à côté de l'autre, c'est vraiment ce qui se passe par exemple en Californie. Bon, alors ça c'est bien joli, tu vois, les plaques, elles ont un certain mouvement, mais il faut quand même qu'on sache un petit peu de vocabulaire en plus pour enrichir notre culture, tu vois. Par exemple, c'est quoi un rift continental? Eh bien, c'est créé par divergence et c'est vraiment là qu'il y aura beaucoup de séismes, tu vois. C'est là que ça va tabasser. Après, t'as un rift océanique, c'est exactement pareil, sauf que ça se trouve sur une dorsale. Et une dorsale, c'est en fait une chaîne de montagnes que tu trouves sur l'océan. Par exemple, l'Islande. L'Islande, par exemple, c'est une île hyper intéressante pour les géologues, ils adorent ce putain de lieu. Parce que d'une part, c'est une dorsale, il y a beaucoup de montagnes, c'est une chaîne de montagnes créée par divergence, et d'un autre, c'est aussi un point chaud. Et un point chaud, mes gars, c'est relativement
relativement rare et qui plus est, on sait même pas vraiment de quoi c'est dû en fait. Pour vous la faire courte, un point chaud, tu vois, c'est vraiment un truc qui va rejeter du magma jusqu'à la surface depuis le centre de la Terre et qui va notamment créer des volcans ou bien des trucs comme ça. Et puis c'est un truc qu'on ne sait pas expliquer encore aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est possible. La fosse océanique qui est créée par subduction, alors t'inquiète pas, c'est pas non plus un terme hyper complexe, hein. La subduction c'est un autre mot quand t'as par exemple une convergence, voilà. Quand t'as deux plaques qui viennent comme ça, le fait que ça fasse comme ça s'appelle une subduction. Et je vous donne un dernier pour la route, un dernier mot de vocabulaire, le prisme d'accrétion. Un prisme d'accrétion, ça a l'air hyper compliqué comme terme, mais pas du tout, hein, parce qu'en fait c'est simplement tout plein de sédiments qui ont finalement formé une île. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, la géographie c'est quand même beaucoup de vocabulaire, certes, mais par contre, dès que vous allez commencer à mettre des choses entre elles, ben ça va être facile, tu vois. Oh, là je viens de vous introduire plus d'un mois de cours, c'est dingue, hein. Mais c'est pas la fin parce qu'aujourd'hui, pour terminer cette vidéo, on va parler des roches. Ça va peut-être vous sembler bizarre ce que je vous dis, mais j'adore les roches. Je kiffe tellement ce domaine, et surtout, juste pour voir des trucs comme ça, tu vois. Des trucs avec des cristaux, putain, mais c'est tellement beau! Et les roches, tu vois, tu peux les séparer en plusieurs catégories. T'as les roches magmatiques, donc tout ce qui vient d'un volcan. Les roches sédimentaires, donc tout ce qui touchera le sable, toutes ces conneries, tu sais, tous les petits graviers, tout ça, là. Et les roches métamorphiques. On va commencer avec les roches magmatiques parce que c'est les plus simples à remarquer. Enfin, ça dépend quand. Tu peux les séparer en deux catégories, les roches intrusives et extrusives. Mais commençons par les extrusives parce que vous les connaissez très bien. Oh, ça va, hein, les roches extrusives, ça a l'air d'être un terme hyper compliqué, mais vous en avez déjà tous vu, c'est une roche hyper noire, parce que justement, c'est un truc qui a refroidi extrêmement rapidement, du magma qui a refroidi vraiment très vite, et donc ça a donné un basalte relativement noir, que vous avez déjà vu par exemple dans un film ou à la télé, voilà. Et pour les roches intrusives, ben c'est le contraire, ben ouais, le magma il a refroidi tellement lentement, ben que ça a créé une autre forme de pierre qui est plutôt blanche en fait. Ça a été relativement utilisé dans la construction des pyramides, je parle bien évidemment du granit. Et oui, le granit est une pierre vraiment très blanche et pourtant c'est une roche qui est magmatique les gars. Et ouais, ça vient d'un volcan, putain de merde, c'est dingue. Plus le refroidissement est lent, plus la roche sera vraiment solide. Le basalte par exemple, le refroidissement a été tellement rapide que c'est une roche très cassante en fait. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à ces fameuses roches sédimentaires. C'est des trucs que tu vois partout. Les roches sédimentaires, elles sont déjà créées comment? Ben simplement, imagine une montagne. Une montagne, tu vois, ça subit une érosion, hein, la pluie, le vent, la gravité, tout ça, c'est des facteurs qui jouent sur l'érosion. Et plus ces facteurs sont importants, et plus les roches vont commencer à aller se péter la gueule en bas de la montagne, on est d'accord. Et au fur et à mesure du temps, ça peut prendre plusieurs milliers d'années, ben ça va commencer justement à se déstructurer, à devenir comme du sable, ou comme par exemple de l'argile. Et cette étape, donc l'étape érosion, la roche qui se pète la gueule, tout ça qui se transforme en sédiment, on appelle ça la diagénèse. Et voyez-vous, le truc facile avec les roches, c'est que c'est un cycle, donc ça veut dire que ça va se répéter. Exemple, si tu comprimes une roche sédimentaire, ça va donner forcément une roche métamorphique. Et lorsque tu mets en fusion ces roches métamorphiques, on appelle ça l'annexie, et ça va donner du magma. Et ce magma va forcément créer des roches magmatiques, et lorsqu'elles vont sortir de terre de façon rapide ou non, on appelle ça la surrection. Donc vous voyez, une roche peut se créer vis-à-vis de sa pression, mais aussi de sa température. Mais revenons à nos moutons avec les roches sédimentaires. Tu as pour commencer les roches sédimentaires organogènes. Alors ça va vraiment être des roches qui sont créées à partir de petits coquillages, de petits fossiles, tu vois. C'est des trucs qui ont été vivants à la base, qui se sont fossilisés, et qui ont créé ces fameuses roches sédimentaires. Et c'est ce qui va créer notamment du charbon. Et oui, c'est une roche sédimentaire le charbon. Non, parce que si toi, tu croyais qu'en brûlant ton putain de bois dans le feu, ça donnait du charbon, pas trop, parce qu'en fait il faut beaucoup plus de temps et un petit peu plus de pression pour le créer. Ensuite, tu as les roches sédimentaires détritiques. C'est des roches qui sont dues justement à ce que je t'ai expliqué avant, c'est-à-dire l'érosion, comme ça, les roches qui se cassent la gueule, tu te souviens? T'as des gros rochers qui vont se casser en deux, ça va former des conglomérats, des cailloux en l'occurrence, et lorsqu'ils vont encore plus s'éroder, ben ça va créer du sable ou de l'argile par exemple. Et pour finir, tu as les roches sédimentaires chimiques, donc c'est dû à un processus relativement chimique. Ce genre de roches se crée notamment tout proche des plages parce que c'est dû justement à l'évaporation de l'eau salée, ce qui va donner du sel parce que oui, le sel est une roche sédimentaire chimique. Voilà, on en a fini avec les roches sédimentaires et les roches magmatiques, on a vu que c'était relativement simple, maintenant passons aux roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, tu peux les classer en tellement de catégories, notamment les schistes, c'est des roches que tu peux débiter en plaquettes, que tu peux casser, ça te donne des petites plaquettes comme ça, c'est très joli. T'as tout ce qui comporte les quartzites, c'est vraiment les quartz, tous les petits cristaux comme ça que tu connais. T'as tout ce que les riches ont dans leur baraque, c'est-à-dire du marbre, mais t'as aussi le gneiss qui ressemble beaucoup au granit, sauf que là, t'as beaucoup plus d'ondulation sur la roche. Et
Et tu as la serpentine qui est issue du basalte océanique et qui a des allures justement de serpent et une couleur relativement verte. Bon, ça fait 1h20 que je tourne cette vidéo. Je voulais pas vous mettre beaucoup d'informations dans la tête, j'ai parlé uniquement des bases parce que c'est les choses les plus importantes si on veut passer à la suite. Et la prochaine fois, ben ce sera plus facile parce que maintenant, vous avez les bases, vous avez le vocabulaire. Et on pourra s'attarder sur des sujets comme par exemple le volcanisme ou encore les séismes et même les glaciers. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors certes, c'est pas du tout un niveau master, hein, les gars, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, s'il y a des professionnels ou des personnes qui étudient mais beaucoup plus poussé la matière, je vous invite à laisser des commentaires en fait. D'une part parce que ce domaine, je le kiffe de ouf, et si vous pouvez me donner des compléments d'information ou des petits plus ou des petites astuces, franchement, c'est vraiment le bonheur. Pour ma part, j'ai passé un excellent moment à vous parler de ça. Je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que on n'est pas sur YouTube forcément pour réviser ou pour parler de trucs hyper scientifiques. La plupart du temps, c'est pour se divertir, je sais, et franchement, j'espère vous avoir diverti d'une façon un peu plus, je sais pas, académique. Dans tous les cas, on s'en fout, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, révisez bien, passez du bon temps quand même, hein, parce que c'est important. Alors allez, ciao les potes.